Analyse basée essentiellement sur le traitement de l'information de faits d'actualité. Analyse, émission Nabino, analyse. Yabino, Ezakitoko, Ezolobera, Akuyambuka, Oyo. Otalaka yango mikolo nyonso Bienvenue à tous dans Analyse. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État a tenu un discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès mercredi 5 avril. Nous allons décortiquer ce discours ensemble avec notre invité de ce soir. Il y a eu également ville morte cette semaine. Y aura-t-il élection ou non en République démocratique du Congo? Voilà autant des sujets sur lesquels nous allons plancher avec notre invité de ce jour. Il s'agit de Monsieur Patrick Kanga, qui est président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Monsieur Kanga, bonjour. Bonjour madame, merci. Alors vous êtes président de la Ligue des jeunes depuis combien de temps maintenant? Ça fait à peu près 5 mois. À peu près 5 mois. Quelles sont les actions que vous avez eu à réaliser sur le terrain depuis que vous êtes nommé président de la Ligue des jeunes? Écoutez, nous avons mené plusieurs actions sur terrain qui ont été notamment circonscrites dans le cadre d'une sensibilisation pour des élections apaisées. Il vous souviendra que lorsque nous avons été nommés en novembre, l'actualité était sclérosée autour du 19 décembre et il y avait beaucoup de désinformation et d'intoxication dans les milieux des jeunes. Donc il nous fallait, en tant que responsable de la jeunesse du Parti du peuple, donc le parti numéro 1 de la majorité, jouer un rôle accru en ce qui concerne la sensibilisation des jeunes de ce qui était réellement l'actualité, et notamment de leur faire état de l'évolution des débats qu'il y avait au niveau de la cité de l'UA. Donc la première étape ou les premiers moments de notre mandat, donc le mandat du comité, a été circonscrit dans le cadre d'aller vers les jeunes sur terrain et leur parler. Pourtant, on ne vous sent vraiment pas sur le terrain depuis le départ de Francis Kalombo, qui était avant vous président de la Ligue de jeunes, et Deo Indoul, si je ne me trompe. On a l'impression qu'il y a un certain vide qui s'est créé au sein de la Ligue des jeunes. Vous dites qu'il y a des actions qui ont été menées sur le terrain, mais des actions... Est-ce que vous avez eu un feedback de la population après les différentes actions que vous avez eu à mener? Je crois que votre point de vue est assez... Ce n'est pas un point de vue, c'est juste un questionnement. Oh, c'est un questionnement. Rapport, oui, quand vous dites par que rapport vous ne le sentez pas sur terrain, c'est une affirmative. Mais je ne sais pas ce que mes prédécesseurs ont fait exactement sur terrain. Nous avons eu à mener des meetings avec des étudiants de l'UNIKI, nous avons eu à descendre vers Sangamamba, nous avons eu à descendre sur plusieurs terrains de cette ville de Kinshasa pour parler aux jeunes. Nos prédécesseurs n'ont pas été responsables dans les mêmes circonstances que nous. Nous avions le 19 décembre à gérer, nous avions le 19 septembre à gérer, et nous avons géré ces situations en sensibilisant les jeunes, en conscientisant les jeunes. Lorsque vous parlez de nos prédécesseurs, je ne suis pas là pour jeter l'opprobre à leur action, mais ils n'ont pas eu à vivre des situations un peu plus délicates que nous avons vécues. Et nous sommes aujourd'hui dans un mandat national. Il ne faudrait pas vouloir voir le président de la Ligue des jeunes nationales ne fonctionner que sur Kinshasa. Ma compétence est nationale, donc j'ai plus vocation à être sur terrain, sur l'étendue du territoire national. Là, nous venions, il y a eu également des problèmes en 2011, si vous dites que... Là, nous venions de l'Équateur, où nous avons sensibilisé la ville de Mbandaka, nous sommes allés jusqu'à Bikoro, nous allons y repartir après que nous ayons vu certaines provinces, nous allons continuer la campagne des sensibilisations. Peut-être que mes prédécesseurs avaient plus vocation à rester sur Kinshasa, mais moi je perçois le mandat nous confier comme un mandat national, d'autant plus qu'il y a des présidents provinciaux au niveau de chaque province. Donc lorsque vous attendez voir le président de la Ligue des jeunes nationales au niveau de Kinshasa, des fois c'est une perception un peu erronée, parce qu'il
il y a une présidente provinciale de la Ligue Quel des rapport, Jeunes quel à rapport Kinshasa. vous avez avec les présidents provinciaux et que vous disent-ils depuis que vous êtes à la tête de cette ligue? Jusque-là, je sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Le travail se compte sur base du résultat. Les situations ont été gérées difficilement. Je crois qu'il y a beaucoup d'adhésions au niveau de la Ligue des jeunes nationale, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en province. Nous sentons plusieurs activités qui se font. On voit les jeunes du PPRD, on voit les jeunes du PPRD aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on voit des jeunes du PPRD aujourd'hui qui communiquent. Écoutez, lorsque vous dites qu'on ne nous sent pas, je demande pourquoi. Parce que si on ne nous sentait pas, je ne pense pas que Madame, Dieu merci, journaliste de votre rang, vous serez venue aujourd'hui au siège de la Ligue des jeunes pour qu'on ait un interview. C'est parce que peut-être je ne suis pas dans le même style que les autres, mais nous travaillons énormément dans le fond. Alors, vous êtes président de la Ligue des jeunes, vous êtes en interaction avec les présidents provinciaux, tels que vous l'aviez dit. Quels sont les problèmes que vous avez relevés dans les provinces, tout comme à Kinshasa, dans les milieux des jeunes, en dehors du chômage, parce qu'on va en parler, le président de la République en a parlé également dans son discours d'hier. Je ne peux pas faire l'exégèse des problèmes du parti au cours d'une émission télévisée. Nous n'avons pas encore terminé notre tournée auprès des structures provinciales, donc nous ne pouvons pas vous faire la comptabilité de... Mais déjà, l'écho que vous avez des endroits où vous êtes passé, c'est ce que nous aimerions connaître. Là, c'est mieux que nous parlions de la problématique de la jeunesse de manière... parce que le chef de l'État, lorsqu'il a parlé de l'entrepreneuriat, lorsqu'il a parlé du problème de l'emploi, il ne s'adresse pas à la Ligue des jeunes du PPRD, il s'adresse à la jeunesse congolaise. Parler là, ou faire un diagnostic des problématiques qu'il y a au sein des structures du parti, vous me verrez très mal à l'aise d'exposer les problèmes qu'il y a au niveau de la Ligue des jeunes, au niveau des provinces. Aucun parti ne le ferait, ça relève des dispositions internes. Non, je ne parle pas du parti, je parle des jeunes en général, pas simplement les jeunes du parti. Vous avez parlé des Ligues des jeunes provinciales, oui. Et voilà pourquoi je vous dis que je ne peux pas vous faire le Alors, les problèmes ici. De manière générale. Le plus grand problème de la jeunesse congolaise, c'est l'emploi, c'est connu. La solution à l'emploi... c'est ce à quoi on est astreint de réfléchir. Lorsque le président de la République parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'il parle de la loi sur la sous-traitance qui a déjà été promulguée, qui octroie l'exclusivité de la sous-traitance au niveau minier au Congolais, c'est notamment pour susciter une émulation entrepreneuriale au niveau de la jeunesse. On a un problème congénital chez nous dans la perception de l'emploi, c'est que tous les jeunes qui sortent de l'université pensent que l'emploi n'est que lorsqu'on a un matricule au niveau des entreprises publiques de l'État. Or, ce n'est pas que ça l'emploi. L'emploi, c'est aussi voir des jeunes qui s'organisent, qui se réunissent et qui créent des entreprises. Et la volonté actuelle du président de la République, c'est de voir des jeunes qui quittent de la qualité de demandeurs d'emploi à créateurs d'emploi. Et c'est là la démarche qui est menée même au sein de la Ligue des jeunes, où nous avons... un département emploi qui est dirigé par Madame Isabelle Ebambi, qui notamment forme les jeunes à savoir comment créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le déficit d'information. Plusieurs jeunes ne savent pas les lois qui sont prises au niveau de l'État, qui favorisent l'entrepreneuriat. Donc nous sommes là aussi dans une démarche de vulgarisation pour dire aux jeunes quelles sont les opportunités qui leur sont offertes par l'État au travers les lois, et qu'ils ne doivent pas percevoir l'emploi en travaillant à l'INSS, à l'ONATRA. C'est une perception vieille et il nous faut prendre du temps pour changer cette perception dans les milieux. Alors une question personnelle avant peut-être d'entrer dans le discours du chef de l'État. Vous êtes héritier politique de votre père qui a été un fin politique dans le moboutisme, ou c'est simplement un choix personnel que vous avez opéré? D'abord, le stéréotypé en tant qu'infâme ou boutiste, je pense que c'est assez... parce qu'il a été. C'est assez figé, il a travaillé... Il a été moboutiste, il a été plus moboutiste que kabylliste. Mais non, je crois pas. Il a travaillé de 92 vers les années 90 à 97, 7 ans. Et puis après, tout le parcours, il a fait au sein du PPRD, au sein duquel il était cofondateur. Le MPR se crée bien avant même qu'il soit actif dans la vie publique. Et les circonstances de l'époque faisaient que la majorité des acteurs politiques y évoluaient.
mais je ne suis pas là pour faire le bilan de ce qu'a été sa carrière politique. Il aurait été devant vous, il aurait eu les arguments les plus à même paix à son âme, malheureusement. Pour vous répondre. Oui. Mais héritier, je ne pense pas. Je pense que ça a été un choix de conviction, parce que lorsqu'il meurt, nous sommes où? Nous sommes à l'université. Donc nous aurions pu échouer à l'université et ne jamais avoir eu les prérequis nécessaires pour prétendre travailler, pour prétendre à une quelconque fonction. Donc il nous fallait d'abord passer la première étape. C'était terminer l'université. Et lorsqu'on termine l'université, il n'est pas présent. Ce n'est pas comme d'autres dont les parents les prennent à la main jusqu'à ce qu'ils aient les 50 ans. Ils sont conduits par leurs parents. On a vécu toute cette étape seule. Et je pense que les conseils qui nous ont été prodigués nous ont quand même servi. Mais héritier politique, je ne pense pas. C'est un choix de conviction. Il a été en politique. Nous aimons la politique. Nous pensons que c'est le meilleur milieu où on peut, par des réflexions, répondre aux besoins des autres. C'est d'abord un choix de conviction, mais je ne veux pas nier le fait que nous avons subi une influence positive en bénéficiant de ces conseils. Alors, le discours du chef de l'État, on y va maintenant. Le président de la République, Joseph Kabila, lorsqu'il démarre son discours, il demande d'observer une minute de silence en faveur d'Étienne Tshisekedi. Est-ce une reconnaissance pour la lutte menée par l'illustre disparu? Le président de la République est d'abord un homme d'État. C'est un républicain. Il sait aller au-delà des émotions, au-delà des appréhensions. Pas un démocrate, personnelles. mais un républicain. C'est un républicain, c'est un homme d'État. Un républicain est un démocrate, parce que les valeurs républicaines sont les valeurs qui fondent la démocratie. Donc il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de contradiction. Il fallait le ressortir, c'est important pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il n'y a pas de contradiction entre être républicain et être démocrate. Les républicains sont des démocrates. Il s'agit d'abord de savoir quelles sont les valeurs républicaines. Donc en tant que républicain, en tant que démocrate, parce que vous voulez que je cite ce mot, le chef de l'État devait rendre hommage. Allez-y. Devait rendre hommage à celui qui n'a pas toujours été opposant, à celui qui a été l'un des premiers ministres de l'Intérieur de ce pays, à celui qui a été Premier ministre à maintes reprises pour la République, à celui qui a été ambassadeur, à celui qui a été vice-président de l'Assemblée nationale. Il a servi l'État. Il fallait rendre hommage à cet homme d'État dont personne ne peut méconnaître le sens du combat. Et le président de la République, en étant le garant de la nation, doit donner l'exemple. Il a donné un bel exemple de celui qui rend hommage aux fils du pays qui n'ont pas démérité. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de se racheter avec tous les problèmes qu'il y a depuis le départ d'Étienne Tshisekedi? On ne sait pas. On ne sait pas où l'enterrer. L'État congolais apparemment ne prend pas ce problème. Allez-y. Ce serait de la mauvaise foi que d'accuser le président de la République de vouloir se racheter. Les minutes qui suivent l'annonce du décès du feu patriarche Étienne Tshisekedi, le président de la République, à travers son directeur de cabinet, Maître Némi Moulania, fait un communiqué où d'abord il adresse ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal. Il instruit promptement le gouvernement de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour enterrer dignement ce patriarche. Le gouverneur de la ville de Kinshasa entre en contact avec la famille, avec qui ils se conviennent des modalités. On prend un espace à Lagombe, un endroit visible. On prend autant d'hectares pour enterrer l'illustre disparu. Que aurez-vous voulu que le chef fasse davantage? On paye les billets pour des membres de la famille qui devaient rejoindre l'endroit où était le feu patriarche. Est-ce que le cimetière de la Gombe était un espace propice pour enterrer quelqu'un d'un aussi grand aura comme Étienne Tshisekedi? Nelson Mandela, personnalité internationale. Vous savez où est-ce qu'il a été enterré? Vous savez, des fois, il faut que nous soyons humbles dans la vie. Étienne Tshisekedi, sa grandeur ne dépend pas du lieu que vous allez l'enterrer. Pas du tout. Nelson Mandela a été enterré dans un petit village, chez lui. Ça n'en demeure pas moins une figure de proue.
C'était peut-être une volonté de sa part, mais il y a aussi un problème de culture. On a vu que c'était plus des volontés. On a vu que c'était plus des volontés politiciennes qui prenaient le pas sur même les volontés de la famille biologique. On a voulu utiliser ou politiser la mort du feu patriarche, ce qui est d'abord indécent et cynique pour nous bantous, pour nous africains. Le feu patriarche a droit au repos, a droit à être enterré avec les honneurs. Mais lorsque on fait prévaloir, lorsqu'on met en avant des attitudes politiciennes, c'est même contraire à nos valeurs africaines. Et cela n'est pas la faute au gouvernement, encore moins au président de la République, qui a fait preuve de la plus grande volonté pour que les funérailles se fassent avec le plus grand respect qui devait être rendu au feu patriarche Étienne Tshisekedi. Alors on évolue, le président de la République évoque également le cas Grand Kasaï avec tout ce que nous connaissons comme massacre, des massacres que lui a condamnés et appelle la cessation des hostilités dans cette partie de la République. Est-ce que c'est suffisant? Je crois qu'il y a eu plusieurs missions qui ont été faites pour que la situation puisse être décomptée. Il y a peut-être de l'instrumentalisation. Mais ce n'est pas tout ce que le chef de l'État a dit. Il a dit qu'il y avait la création d'une zone opérationnelle. La zone maintenant est une zone opérationnelle. Mais en tant que père, bien qu'il y a maintenant une zone opérationnelle, il dit aux jeunes de pouvoir cesser toute forme d'hostilité. Donc ceux qui, aujourd'hui, se rendraient, déposeraient les armes, arrêteraient de commettre ces atrocités, bénéficieraient peut-être d'une certaine clémence. Mais lorsque l'opération sera lancée, il y aura de pardon pour personne, parce que l'autorité de l'État, on ne marchande pas avec, on doit le rétablir. Ce serait le cas en France, ce serait le cas aux États-Unis, ce serait le cas dans toute Oui, mais lorsqu'on appelle un commandement spécial, est-ce que c'est un discours réconciliateur ou est-ce que c'est un appel à la guerre? On ne réconcilie pas l'État face à ceux qui ne respectent pas l'État. Lorsqu'il y a des gens qui veulent défier l'État, lorsqu'on entre en guerre avec les principes de l'État, lorsqu'on met à mort 39 policiers, voulez-vous qu'on continue à négocier dans un État de droit? Vous voyez, vous, M. François Hollande ou M. Bernard Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur, aller négocier avec des gens qui égorgent des policiers français? Si ailleurs ce n'est pas le cas, pourquoi voulez-vous que nous puissions à tout moment négocier? J'ose croire que le vice-premier Chadari, lorsqu'il est allé, il a rencontré les autorités coutumières, ils se sont convenus de plusieurs principes pour apaiser la situation, mais on se rend compte qu'après le départ du vice-premier Chadari, quoique le dialogue ait eu lieu, mais il y a des atrocités qui continuent. C'était une action trompe-l'œil. Pas trompe-l'œil, parce qu'il y a eu vrai dialogue. Qu'aurez-vous voulu? Parce que tout ce que fait le gouvernement, vous le prêtez toujours de mauvaises intentions. À dire que nous ne devons rien faire, parce que tout ce que nous faisons, même ce qui est fait de bien, vous allez toujours y trouver une connotation malicieuse. Je crois que le vice-premier était de bonne foi, le dialogue a eu lieu, mais les atrocités continuent. Donc à un moment, l'État devra utiliser, non pas la carotte, mais le bâton. Alors, à propos de l'économie, tout en reconnaissant la fragilité de l'économie nationale congolaise, le chef de l'État évoque l'extraversion de notre économie et surtout l'imposition des prix dont fait l'objet nos ressources minières comme cause de l'impasse économique actuelle. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Parce que bon, c'est que Joseph Kabila est quand même président de la République depuis 15 ans. Ce n'est pas une fuite en avant? Ce n'est pas fuite en avant parce que ça fait plusieurs temps qu'il évoque cette question. Et la migration qui est en train de se faire, de la diversification de notre économie, part notamment de ce constat-là. Une fuite en avant, je ne pense pas, parce que notre pays a été créé ou a été fondé sur un modèle économique. Et le modèle économique sur lequel il a été créé tenait notamment sur cette dépendance du secteur minier. C'est comme en Arabie Saoudite, c'est comme en Iran, où leur modèle économique est basé sur l'exploitation du pétrole. Ce n'est pas une fuite en avant. Si demain, l'Arabie Saoudite, tous les pays de l'OPEP constatent qu'il y a une politique qui est mise en œuvre pour ne pas permettre à ce que l'exportation du pétrole puisse servir le développement de leur pays, il leur reviendra d'avoir un modèle économique tout autre. C'est le cas pour nous. Dieu nous a dotés des ressources minières qui, en principe,
doivent servir notre pays à se développer. Mais au même moment, nous n'avons pas, depuis une cinquantaine d'années, nous n'avons jamais eu la latitude de fixer ou d'intervenir dans la fixation des prix. Il y a un rapport de force inégalé au niveau international qui ne permet pas que nous puissions dégager la valeur. Mais même avant, Madame, le panier de la ménagère était toujours rempli. Mais allez-y. Vous me posez une question à laquelle vous ne voulez pas que je pose un argumentaire cohérent. Il ne faut pas vouloir qu'on fasse la politique tous des slogans. Il faut aussi faire de la réflexion profonde. C'est important. Donc, cette politique où il y a inégalité au niveau international n'a pas permis que la RDC puisse bénéficier ou puisse jouir pleinement de l'exploration et de l'exploitation de ces ressources minières. Donc le président de la République, lorsqu'il fait ce constat, ce n'est pas une fuite en avant. Et c'est même en cela qu'il dit qu'il faut qu'il y ait la révisitation du code minier et au même moment qu'on fasse une réflexion sur notre fiscalité pour attirer un peu plus d'investissement. Parce que investissement égale emploi et égale création de richesse. Ce sera la 40e fois que le code minier de la République démocratique du Congo va être révisité. Le code minier sera révisé autant de fois qu'il le faudra, d'autant plus que les ressources minières et la loi y relative puissent servir à la population congolaise, au développement des Congolais. Et tant que ce code minier n'est pas à mesure de pouvoir rencontrer les desiderata de développement, mais s'il doit être révisité à maintes reprises, il sera révisité. Alors, là vient ma question. Pourquoi n'y avoir pas pensé? Parce que si je pose cette question, c'est parce que la révisitation du code minier a été faite, si je ne me trompe, il y a 2 ans passés. Et on sait qu'au jour d'aujourd'hui, vous étiez en train de le dire, que ça fait 50 ans que la République démocratique du Congo ne sait pas donner ou fixer des prix par rapport à ses matières premières. Mais avant que Joseph Kabila n'accède au pouvoir, le panier de la ménagère était rempli. Non, madame, là vous rencontrez une vaste blague. C'est une vaste blague, c'est une fausseté, c'est du sophisme. Alors vous ne vivez pas. C'est de la mauvaise foi. Je peux continuer mon énumération. C'est totalement faux, madame. J'ai l'avantage d'avoir vécu qu'ici à Kinshasa, au Congo, en RDC. J'ai l'avantage d'avoir tout vu, toutes les guerres. Alors vous avez le privilège que le citoyen moyen n'a pas. Je n'ai jamais vécu en Europe. Jamais, madame. Alors vous avez des privilèges que le citoyen moyen n'a pas. Alors quand vous dites que le panier de la ménagère à l'époque était rempli, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vers les années 90 ici, 100 $ étaient changés à combien? Quel panier de la ménagère était rempli? Ici, tout près ici, à la fonction publique. Il y a un endroit qu'on appelait Golgotha. Chaque matin, quand on y passait, il y avait des gens qui n'entraient pas au bureau, qui venaient faire des incantations et rentraient chez eux. Parce que la misère avait atteint un tel niveau où ils n'étaient pas rémunérés. Il y avait plus de 60 à 70 mois d'arriérés de salaire. Ça date de quelle époque? Madame, c'est les années 90. Non, c'est les années 90. 2000, hein? Non. C'est les années 90 vers les années 2000. À 2000. Alors, lorsque vous dites qu'à l'époque, le panier de la ménagère était rempli, je me demande de quel pays vous parlez. Il n'y avait plus rien. Les supermarchés qui existent aujourd'hui n'existaient pas, madame. Oui, peut-être les supermarchés, mais à l'époque de Laurent Désiré Kabila, le panier de la ménagère était rempli. Il faut dire que la situation économique au niveau mondial est assez difficile. La RDC n'est pas un pays qui vit en dehors du système économique mondial. Vous allez en France, vous allez aux États-Unis, vous allez dans certains pays d'Afrique. Madame, il y a certains pays d'Afrique, vous avez votre carte de crédit. Vous allez dans un distributeur, vous ne savez pas sortir 100 $. Vous ne savez pas le sortir. En Mbandaka, vous y allez, vous êtes à mesure de sortir 500 $ avec votre carte de crédit. C'est vous dire que des fois, nous pensons être le pire État au monde, mais il y a des pays africains aujourd'hui qui connaissent une situation économique plus difficile que la nôtre. Les Angolais, à un moment, étaient en déficit de devises à tel point que tous leurs commerçants étaient venus vers Loufou pour écouler leurs marchandises, pour avoir des devises au niveau de la RDC. Donc, toujours dire que nous sommes le pire État au monde, où les paniers de la ménagère à l'époque du maréchal Mobutu étaient remplis, que tout le monde pouvait remplir son frigo, c'est totalement faux. Est-ce que le fait de prendre de l'argent dans un distributeur, 500 $, parce que vous l'avez dit,
est une avancée peut-être. Non, c'est dire la situation économique, c'est dire quel est l'état de la situation économique. Lorsque vous allez dans certaines capitales africaines, capitales je vous dis, et que vous n'arrivez pas à sortir 100 $ dans un distributeur, cela fait notamment état de la santé économique de ce pays. Mbandaka, qui n'est pas la ville parmi les premières villes de la République, lorsque vous savez y sortir 500 $ dans un distributeur, cela témoigne du système économique et du système financier en RDC qui n'est pas aussi fragile que là, on veut le donner. Pourtant, il y a une contradiction avec la casserole et avec la casserole du citoyen moyen. Le président de la République l'a dit hier dans son discours, il n'a pas été dans une autosatisfaction ou dans une forme de démagogie. Il a dit que la situation économique actuellement était difficile. Et il a établi les faits, et c'est ce à quoi nous nous sommes essayés de vous expliquer tantôt. Mais nous ne sommes pas l'État le plus en déficit, le plus malheureux de l'Afrique. Il y a des États en Afrique qui vivent une situation économique plus précaire que la nôtre. Et la situation économique dans laquelle nous sommes est tributaire notamment d'une situation mondiale. Alors parlons du chômage, parce qu'il a évoqué également dans son discours. Est-ce que le gouvernement de la République s'est suffisamment impliqué par rapport à cette situation, par rapport aux jeunes? J'ose croire qu'il y a plusieurs efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement Matata notamment pour créer de l'emploi. Il y a eu des jeunes qui ont été formés à l'ENA, qui ont été directement insérés au niveau de l'administration publique, notamment pour rajeunir l'administration. Mais j'ose croire aussi qu'il faut que les ministres qui ont en charge le travail et l'emploi puissent jouer leur rôle. Parce que madame, lorsque vous êtes ministre, vous êtes responsable du ministère. Donc c'est à vous de diligenter les politiques nécessaires pour résorber les problèmes que vous trouvez dans votre secteur. Souvent, on veut tout racoler au président de la République. Le président de la République, dans une démocratie, et même dans un régime semi-présidentiel, trace les grandes lignes, mais il ne fait pas tout. Alors, lorsqu'on parle de l'emploi, il faudrait que les ministres qui ont en charge cette question, aujourd'hui on a un ministre de la jeunesse, on a un ministre de l'emploi, il faudrait qu'ils puissent tabler sur des réformes et sur des réflexions profondes qui puissent déboucher sur une nouvelle conception de comment créer les emplois en RDC. Alors, l'autre point clé du discours du chef de l'État, c'est la nomination du Premier ministre. Hier, il parlait de 48 heures, on est à 24 heures aujourd'hui. 48 heures, ça court à partir d'aujourd'hui. C'est ça le droit. C'est ça le droit. Alors, alors, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que d'ici samedi, on devrait avoir un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'il a tenu compte de toutes les querelles qu'il y a au sein du rassemblement? Il y a eu des discussions au niveau de la SENCO. Les évêques de la SENCO sont venus voir le président de la République pour déposer le rapport final, où il y a été notamment question de constater les 2 points de désaccord. Les 2 points de désaccord ont été notamment relatifs à la nomination du Premier ministre et au consensus que doit requérir le président du CNSA. Fort de ce rapport, fort de ce constat, le président de la République en tant que garant de la nation s'est assigné le rôle de pouvoir lui-même dégager un consensus. À lui-même maintenant jouer un rôle sur base du rapport, donc sur base de ce qui a été fait à la SENCO. Il s'est assigné le rôle d'entendre et d'écouter les protagonistes, les différentes parties à la SENCO. C'est en cela qu'il y a eu des consultations durant 48 heures. Il a reçu la majorité, il a reçu la société civile, il a reçu le rassemblement, il a reçu M. Valentin Moubake, éminent membre de l'UDPS, compagnon d'Étienne Tshisekedi de plus de 30 ans, alors que d'autres le sont de moins de 2 ans. Alors, lorsqu'il finit de recevoir toutes ces personnalités, lorsqu'il finit de recevoir tous ces regroupements, il rend compte à la nation, parce qu'il est l'émanation du peuple. Il rend compte à la nation devant le Congrès. Et c'est fort de ces consultations. Il tire une conclusion pour ne pas notamment laisser la République être prise en otage par quelques individus. Il dit, dans les 48 heures, tout en demandant au rassemblement de lever les divergences intestines, il dit que dans 48 heures, il nomme un Premier ministre.
Donc cela fait suite aux discussions qui ont été faites à la Sainte-Co. Alors, par rapport au querelle qu'il y a au sein du RASOP, il en a parlé également. Il leur a demandé d'arrêter, de régler les querelles qu'il y a entre eux. Pourtant, avec un regard, je ne voudrais pas parler de moi, je voudrais parler au nom de l'opposition politique, parce que la semaine d'avant, c'est quelqu'un de l'opposition politique qui était sur mon plateau. Et pour eux, pour le rassemblement, c'est Joseph Kabila le problème. En faisant quoi? Le problème, en faisant quoi? Il a fait quoi? Il a nommé qui au rassemblement? Il a désigné qui? Tous les problèmes qu'il y a au sein du rassemblement. Mais en fait, je crois que c'est des personnes matures, c'est des parents, c'est des adultes. Chaque fois, dire que, écoutez, le président Kabila est chef de l'État, mais il a 44 ans. Il a 44 ans. Il y a des gens qui ont commencé la politique avant qu'il soit né, lui. Chaque fois dire qu'il les manipule, que c'est lui, c'est une insulte à leur propre existence. C'est dire qu'ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de conviction. Et à chaque fois, c'est le président qui les tire comme des marionnettes. Moi, je ne pense pas que c'est des marionnettes. Je pense que c'est des êtres humains, c'est des adultes, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est des gens qui ont des choix, qui ont des réflexions. Alors, en quoi est-ce que lui serait la base? Lorsque Olenga Nkoy, qui a fait 36 ans de carrière politique dans l'opposition, refuse de reconnaître à M. Pierre Lumbi, qui jusqu'avant-hier était conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, lorsqu'il refuse de lui reconnaître le droit de remplacer Tshisekedi, en quoi est-ce que le président de la République influe? Vous pensez que ce n'est pas un droit à Olenga Nkoy de méconnaître à certains acteurs le droit d'être plus opposant que lui? Vous ne pensez pas que c'est un droit pour Valentin Mouba que de méconnaître à certains membres du G7 le droit d'être plus opposant que lui? Vous ne pensez pas que c'est un droit pour Bruno Tshibala de méconnaître à d'autres le rôle d'être plus opposant que lui? Moi, je pense que c'est un problème interne et que, à leur place, j'aurais agi de la meilleure manière, si pas pire. Donc, ce n'est pas un problème interne. Alors, les opposants doivent dégager un consensus entre eux. Nous, on n'a pas ce problème. Le président de la République décide de nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Il pouvait le faire aussi avant, au lieu de laisser passer le temps avec la proposition des 3 noms qui devaient nécessairement venir au rassemblement. Est-ce que ça ne joue pas en faveur de la majorité présidentielle, tout ça? Pas du tout, parce que celui qui sera Premier ministre, la majorité, ce serait en notre faveur si, du coup, on décidait à ce que le Premier ministre provienne de la majorité. Mais le président de la République acte et n'a pas changé le fait selon lequel le Premier ministre sera issu du rassemblement. Il n'y a aucun membre de la majorité qui est hybride, qui soit en même temps majorité, en même temps rassemblement. Donc celui qui viendra là sera un Premier ministre de l'opposition du rassemblement. Donc on n'a aucun intérêt. Que ce soit El Tshibala, Félix Lumbi, Bruno Tshibala a été en prison, il en est sorti, il a toujours été à côté de Tshisekedi, M. Valentin Moubake, M. Olenga Nkoy. Qui a été radié, exclu de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Comme la Corée du Nord qui radie les gens sans conseil de discipline. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Nous, on a Francis Kalombo, ancien président de la Ligue des Jeunes, qui fait tout ce qu'il fait, on ne l'a jamais radié. On ne peut pas être un parti qui veut parler de démocratie en vivant au sein dans une dictature la plus absolue. Alors, ce n'est pas mon problème. Alors, parlons élection, parce que le président de la République en a parlé également dans son discours. Les élections vont se tenir dans un bref délai ou dans un délai, voilà. Mais sans donner une date précise. Le président de la République n'a pas vocation, n'a pas le mandat constitutionnel de dire quand est-ce que se font les élections. Il aurait dit, il aurait violé la Constitution. Il a été clair en disant que dès que la CENI finira ou donnera le calendrier électoral. Et c'est conformément au calendrier électoral que se tiennent les élections. Il y a là la constitution du fichier et le chef de l'État dit dès que le fichier sera prêt, rien ne pourra plus empêcher la tenue des élections. Et là, nous sommes déjà à 20 millions d'électeurs. Le PPRD se déploie au niveau national pour sensibiliser, pour informer les jeunes à participer grandement aux élections. Donc nous nous y préparons. Là, il y a la prochaine zone où va commencer le recensement, l'enrôlement, notamment à Kinshasa. Donc le processus électoral est en train de suivre son cours. Et j'ose croire que d'ici peu,
le fichier électoral sera constitué. Alors, et ceux qui rêvent vont encore très bien rêver lorsqu'on va gagner les prochaines élections. La question ou l'élément essentiel que la population congolaise attendait, c'est que Joseph Kabila se prononce par rapport au respect de la Constitution, disant simplement qu'il va, oui ou non, soit se positionner ou se repositionner comme candidat président de la République pour les échéances électorales prochaines, ou alors dire carrément qu'il ne va pas être candidat président de la République. Qu'est-ce qui l'a empêché de le dire ou de ne pas le dire? Vous êtes dans un fantasme sur cette question. On ne sait pas combien de temps. Vous avez accusé la majorité de vouloir réviser la Constitution, de faire le dialogue pour réviser. Le journaliste pose des questions, il n'est pas dans le fantasme, il essaie de poser des questions que se pose la population. Le président lors de son dernière adresse, l'avant-dernière adresse, en 2016, il a dit qu'il respectera la Constitution. Et la Constitution... Ça ne dit pas tout. Non, ça dit tout. À ceux qui sont dépourvus de mauvaise foi, ça dit tout. La Constitution dit 2 mandats. C'est 2 mandats. Ça veut dire qu'on ne peut pas se représenter. Donc, quand on dit respect de la Constitution et que la Constitution n'a pas été changée, ça veut dire qu'il ne sera pas candidat. Mais lorsqu'on se retrouve dans un cas de transition, c'est une autre forme de mandat. Mais allez-y. Tant que cette Constitution est en l'état, de quelle manière il sera candidat? Hier, il dit « Je ne trahirai pas mon serment constitutionnel, on ira aux élections ». Que voulez-vous qu'il dise davantage? Que voulez-vous qu'ils disent davantage? Arrêtons dans des fantasmes. Nos adversaires doivent se préparer aux élections. Nous, on s'y prépare. Et on ne rêve pas, on ne dort pas. Chaque jour, il y a de la sensibilisation qui se fait sur terrain. Parce que nous sommes foncièrement démocrates et nous savons, nous, que la provenance originelle du pouvoir, c'est le peuple. Ce ne sont pas les dialogues à la Senco. Ce ne sont pas les voyages à Bruxelles ni à Washington. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Voilà pourquoi nous passons plus de temps à l'intérieur du pays, pendant que d'autres font le tour à l'extérieur du pays. Alors la majorité présidentielle se prépare par rapport aux prochaines élections, c'est ce que vous venez de dire. Exactement. Et c'est qui le dauphin de Joseph Kabila? En démocratie, il n'y a pas de dauphin. Les dauphins, c'est dans les empires, dans les royaumes. Là, nous sommes dans une république. Dans une république, il n'y a pas de dauphin. Le président de la République, Joseph Kabila, a été désigné candidat de la majorité présidentielle à l'issue d'un congrès. Le PPRD dit qui est son candidat aux élections présidentielles à l'issue d'un congrès. Les congrès ne se sont pas encore tenus. Par quelle voie voulez-vous qu'on vous dise qui sera notre candidat? Attendez. Lorsque la CENI demandera au regroupement politique de dire qui sont leurs candidats, nous tiendrons un congrès et nous dirons qui sera notre candidat. Si le Congrès décidera que ce soit Joseph Kabila, le Congrès le dira. S'il faudra que nous menions une démarche légale, constitutionnelle et juridique pour qu'il ait les moyens juridiques afin qu'il soit notre candidat, nous allons les mener démocratiquement. Mais ce n'est pas encore le moment. Alors pour revenir, il y a une question qui m'a été demandée de vous poser par les internautes qui nous suivent. Quel sera le profil du prochain Premier ministre? Il doit avoir le profil requis. C'est-à-dire avoir une expérience avérée en matière de politique. Ne pas être un homme qui tombe du ciel. Le Premier ministre, c'est celui qui gère quotidiennement l'État. C'est le gestionnaire de l'État. C'est ce que dit notre Constitution. Le président de la République donne les orientations. Il donne la vision. Mais celui qui en est le gestionnaire, c'est comme dans une entreprise publique, vous avez un directeur général et un président du conseil d'administration. Dans la République, le chef de l'État, c'est le président du conseil d'administration et le Premier ministre, c'est le directeur général. Donc, il est demandé plus d'efforts et plus d'abnégation dans une démocratie au Premier ministre qu'au président de la République. Parce qu'il gère le quotidien, donc le jour. Et gérer le quotidien nécessite d'avoir des prérequis nécessaires sur la gestion de l'État. Il ne suffit pas de déclamer un certain héritage. Il faut avoir des prérequis. Alors, selon une certaine opinion, pour terminer avec le discours du chef de l'État, c'était plus un discours d'investiture, non un discours qui devait se tenir en temps de crise. Je ne comprends pas quand vous parlez de discours d'investiture. Qu'est-ce que vous un discours d'investiture, en fait, un discours qui crée de l'émotion dans la population, un discours prometteur.
Je pense pas. Je pense que c'était un discours circonstancié qui parlait du contexte dans lequel nous sommes. Il y a été évoqué les questions sécuritaires, les questions politiques et les questions sociales. Donc toutes ces questions sont liées au contexte actuel. Donc dire que ce n'était pas un discours qui tenait en compte les circonstances dans lesquelles nous sommes serait une fausseté. Alors les travaux sur l'arrangement particulier de la Sen'Ko ont pris fin. Comment vous, en tant que politique, vous avez jugé le travail abattu par les évêques? Je pense que les évêques ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il faut leur rendre hommage. Ils ont été très patients. Et même les évêques étaient déjà d'accord pour que le rassemblement puisse donner 3 noms. Parce que les évêques estimaient qu'il n'y avait pas de raison pour le rassemblement de ne pas donner 3 noms. Je pense que les évêques ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils avaient en face d'eux aussi la classe politique que l'on a. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut rendre hommage au travail qu'ils ont abattu durant plus de 3 mois. Alors pour les dernières minutes qui nous restent, il y a eu ville morte cette semaine, lundi et mercredi, il y avait la grève générale déclenchée par le rassemblement. Par l'intersyndical, mais c'est également la ville morte par le rassemblement. Il y a eu la ville morte avant et la grève le lendemain. Et la majorité, vous avez vu, la grève a été suivie. La ville morte, mais la ville morte a tout de même été suivie. La ville morte, relativement, ce n'est pas une question d'adhésion politique, c'est une question de crainte, de barbarie. Les gens ont peur de voir, il y avait déjà les vacances de Pâques, donc les gens ont peur de sortir et de se voir vandaliser. Et souvent, vous êtes, vous, témoin de comment les bus Transco sont vandalisés, de comment les boutiques sont pillées. Ce sont des investissements privés. Personne ne peut vouloir exposer son investissement privé à la casse, au pillage. Il en sera de même le 10 avril. Les gens, lorsqu'ils, des fois, parce que ce n'est pas tout le monde, les plus craintifs, lorsqu'ils restent chez eux, ce n'est pas par adhésion, c'est par crainte. Et ce n'est pas une forme, lorsque les gens évaluent les villes mortes, pour voir la réussite de la ville morte, c'est dire que tous ceux qui sont restés à la maison ce jour-là sont membres de l'UDPS, je ne pense pas. Ma mère, ce jour-là, c'est une femme d'affaires, était restée à la maison, elle n'est pas de l'UDPS. Elle avait peur qu'on puisse piller son magasin. Le 10 avril, ce sera pareil. Je ne sais pas le dire, le 10 avril, c'est une marche. J'ose croire que les marches aux endroits publics sont interdites. Et donc, il faudra se référer ce n'est pas ce que dit la Constitution de la République. La veille de l'ordre public est une compétence exclusive de l'État. Et l'État a le devoir de veiller à l'ordre public. Nous avons eu des morts en septembre. L'État doit veiller à la vie de ses compatriotes. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait continuellement une détérioration de la vie des concitoyens parce qu'un seul parti politique veut mettre l'État dans une forme de déliquescence. Donc, je pense que la veille de l'ordre public est un principe important qui doit être respecté avant toute marche politique. Mais avec tout ça, ville morte qui semble réussie. Ville morte dans quelle commune? Ben voilà, ville morte qui semble être une réussite. Le 10 avril, ça risque d'être pareil. Est-ce que vous ne craignez pas que, est-ce que vous ne sentez pas que dans le chef de la population, il y a comme un sentiment de, il y en a marre? Les villes mortes datent. Et ce sera la dernière question de cette émission. Les villes mortes datent de quand? À l'époque, je ne sais pas, vous étiez à Kinshasa, peut-être en Europe, je ne sais pas. À l'époque, quand c'était ville morte, c'était ville morte. Tout était fermé. Aujourd'hui, il y a des voitures qui circulent. Vous allez vers Tchangou, vous voyez des gens. Il y a des gens qui ferment leurs affaires parce qu'ils ont peur d'être pillés. Ce n'est pas ce qu'on a connu dans le temps. Mais ce que je pourrais dire, c'est que Étienne Tshisekedi, c'est une personne, c'est un combat, c'est une carrière politique. C'est une personnalité singulière. Avec ses méthodes, il est mort. Alors, Félix Tshisekedi qui se veut être l'héritier. L'héritier. Biologique, peut-être politique, on ne sait pas. Mais l'héritier. Il faut innover. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui, dans 10 ans, dans 5 ans, seront des adeptes des villes mortes? Je ne pense pas. Donc, il ne faut pas hériter de tout. Il ne faut pas mimer en politique. Il faut innover. Nous sommes dans une génération politique différente
une génération qui est devenue très exigeante dans les idées, dans les alternatives, dans les propositions. C'est pas nous, une génération des gens qui suivent comme des chèvres dans un abattoir. Non, non. Et si l'UDPS ne prend pas le temps de se recontextualiser, dans moins de 2 ans, ils vont voir que ce sera... Parce que la Ligue des jeunes est en pleine innovation. Bien sûr. Nous avons des formations, nous ne sommes pas dans les slogans, nous ne sommes pas dans les incantations, nous sommes aussi dans la réflexion profonde. Voilà peut-être pourquoi vous dites que vous ne nous sentez pas, parce que le terrain où vous nous y attendez... Où la population vous attend. Non. Où la population vous attend des politiques, des solutions. Les solutions, il faut y réfléchir profondément. Et nous, on nous a astreint des réflexions, on nous a astreint de trouver des solutions aux problèmes des jeunes, et c'est ce à quoi nous y réfléchissons matin, midi et soir. Nous ne sommes pas là que pour faire du brouhaha, crier, danser, c'est bien beau, mais répondre aux problèmes, c'est mieux. Merci, Monsieur Patrick Kanga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes du PPRD. Avec vous, nous avons analysé le discours du chef de l'État. On est revenu sur cette journée ville morte et la grève également décrétée par le Rassemblement et l'intersyndicale et bien d'autres sujets liés à l'actualité. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook et qui aiment les photos, sachez que c'est également l'anniversaire de Jérémy Momambi, à qui nous souhaitons un heureux anniversaire. Merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mon pays. Bonsoir chez vous. Kayango, mikolo nyonso